vois. Je nous vois sur ta page. On est là. Good! Hey, bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Laetitia Adam, Lily Rescousse, bon, on se connaît déjà, on est intime. Mais ce matin, j'ai avec moi mon amie Mélanie Bilodeau. Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Salut Laetitia, ça va bien? Et toi? Hey, en forme, très heureuse de te recevoir chez nous. Ça fait plaisir. Hey, moi aussi, merci de l'invitation. Ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble, hein? Mais, hein, nous, on s'est rencontrés en fait sur le réseau Namisoko pour vous mettre un peu en contexte. Le réseau de coach que je fais partie également. Si vous voulez aller voir mes textes, j'en mets plusieurs sur ma page sur le réseau. Vous avez besoin d'aide, c'est un super beau réseau avec plein de coachs partout pour vous répondre, des coachs partout à la grandeur du Québec. Donc, c'est là pour vous. Nous, on s'est rencontrés là. Tu as fait Ouais. partie avec nous 1 an, c'est ça, hein? Exact. On fait qu'on s'est rencontrés chez toi d'ailleurs, hein? Le beau party d'équipe dans ta piscine, pina colada et tout, là. Ça rassemble, ça crée des liens. On avait eu bien du fun. Mais on a quand même une énergie qui se ressemble, là. Ouais, je pense que oui. On a du fun à pas grand-chose, nous autres, hein? On a le bonheur facile. On a même manqué notre avant. Vous auriez eu beaucoup ri, vous aussi. Hey, ce matin, on voulait parler des fameuses crises de bacon qui nous rendent les cheveux comme ça la tête avec nos cocos. Comment interagir avec tout ça? Comment faire pour se calmer aussi en tant que parent puis comprendre que une crise reste une crise, qu'il y ait 18 mois, qu'il y en ait 10. C'est le besoin puis l'attitude parfois qui va changer à l'intérieur de tout ça. Mais reste que l'enfant, il y a quelque chose à nous dire derrière ces fameuses crises-là. Hein? Donc, Exactement. toi, tu en reçois beaucoup aussi dans ton bureau. Énormément. C'est sûr que moi, je suis spécialisée périnatalité, petite enfance. Alors, moi, je ne fais que ça, hein, du 0-5 ans, puis toute la période périnatale. Moi, je dis toujours qu'à partir de 6 ans, je ne vois pas grand-chose. Fait que moi, 0-5, là, c'est vraiment mon top. Ben non, c'est pas vrai. À 6 ans, je ne suis pas si pire que ça. Mais c'est mon dada. C'est ça dans quoi je suis spécialisée. C'est ce que j'aime le plus. Alors oui, des crises de bacon, des crises de colère, des crises de toutes sortes, on va les nommer de toutes les façons du monde. J'en vis quotidiennement, j'en rencontre quotidiennement dans mon bureau aussi, dans le corridor des fois, en s'en retournant vers la voiture. On assiste à tout ça, puis j'accompagne les parents dans la gestion des émotions de leurs enfants, puis dans l'accueil surtout des émotions, parce que 0-5 ans, particulièrement quand on est dans le 2-3 ans, on n'est pas beaucoup dans la gestion, on est plus dans l'accueil, la compréhension de la situation. Alors oui, j'en fais beaucoup de la crise de bacon. Crise de bacon, je tiens à le préciser là, pour les gens qui sont en Europe. Je sais que vous n'êtes pas trop familier avec le terme bacon. On va le préciser. Ce que c'est qu'on parle des crises de colère. Alors, pourquoi qu'on dit la crise de bacon en bon québécois? C'est parce que, vous savez, le petit bacon qui frétille dans la poêle. Alors, hein, il fait plein d'affaires de même. Là. Ben, c'est ça. L'enfant à l'épicerie qui n'est pas content puis qui manifeste son mécontentement, ben, il se tortille comme un petit bacon dans le poêlon. Alors, c'est pour ça qu'au Québec, on dit crise de bacon. Je tiens à le préciser parce que quand je suis allée en Europe, j'avais donné une conférence à Paris, j'ai parlé de crise de bacon. J'ai vu comme des gens de même qui ne comprenaient pas de quoi je parlais. J'ai bien saisi qu'il fallait préciser les choses. Je te comprends. J'avais donné une conférence, moi aussi, à Paris. Puis tu vois, je disais, c'est bien d'aller prendre une marche. Puis il y avait un des participants, à la fin de la rencontre, aller prendre une marche. J'allais prendre l'air, aller se promener. Il dit, OK. Il dit, moi, littéralement, j'avais la marche dans les mains, là. Non, c'est pas cette marche-là. C'est bien de préciser. C'est bien précisé. Puis, tu sais, souvent, c'est de reconnaître aussi c'est quoi notre intention derrière ça? Qu'est-ce qu'on veut apporter à l'enfant? C'est-tu juste de le faire taire? Est-ce que c'est parce que c'est pas dans le bon endroit, c'est pas au bon moment? Est-ce que c'est le fameux bulletin de parents qu'on a quand on est à l'extérieur et qu'on a plein de yeux tournés devant nous? Ouais. Ou au contraire, on est plus dans essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le besoin caché derrière le comportement de l'enfant. Puis là, on va se le dire souvent entre 0,5, on a le brou dans le toupette, on est brûlé, puis souvent, on n'en a pas juste un, on a l'autre qui vient qui suit pas longtemps avant ou après. Donc, on peut devenir facilement dépassé par tout ça. Puis, une chose que j'aime bien dire à mes parents quand je vais en coaching, puis même en conférence, c'est avant de dire quoi que ce soit, là, prenez 3 secondes. 3 secondes, ça peut être très long. Là. Tu sais, c'est 1, 2, 3.
OK, dans 3 secondes, on a le temps de regarder un peu c'est quoi la situation, c'est quoi l'événement déclencheur, qu'est-ce qui a fait perturber mon enfant, qu'est-ce qui le fait désorganiser comme ça. Puis, souvent aussi, je vais leur dire, tu sais, si on se filmait en tant que parent, parce que des fois, on dit, voyons, ça n'a pas de bon sens quand il réagit comme ça, c'est exagéré, c'est juste pour un jouet ou pour un bonbon. Mais si on prenait le temps de se filmer, nous aussi, lorsqu'on est désorganisé, on verrait que, ouf, OK, on n'est peut-être pas mieux que notre enfant quand on réagit, là. Absolument. Absolument, on est des êtres humains, hein? Nous aussi, on devient émotif par moment, puis c'est très, très vrai ce que tu disais tantôt, de prendre le 3 secondes pour prendre ce temps de recul-là, puis se brancher, nous aussi, dans ce qu'on appelle le néocortex, hein? Donc, la partie du cerveau qui nous permet de rationaliser, de raisonner, de réfléchir, puis c'est souvent ce qu'on demande à nos tout-petits, alors qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Puis encore moins lorsqu'ils sont émotifs. Tu sais, 4-5 ans, le néocortex est un petit peu plus développé, ils font des liens de plus en plus, il se passe quelque chose. Mais quand ils sont émotifs, quand ils vivent une émotion, ils n'arrivent pas à se brancher dans le néocortex. Ils sont rapidement envahis par le cerveau émotionnel. Fait que là, c'est l'émotion qui prend toute la place. Alors, pour revenir à ce que tu disais, Laetitia, ben, nous aussi, comme parents, quand on est émotif, ben, des fois, on crie, on lève le ton, on est un petit peu plus agressif dans nos propos. C'est ça, les guédelles se font aller, comme on dit. Mais ça, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas été capable de se brancher dans le néocortex pour dire « Oh, OK, time out ». Analysons la situation, puis trouvons une stratégie pour ne pas péter les plombs, pour ne pas prendre les nerfs. Alors, si même nous, à 35, 30, 35, 40 ans, on n'arrive pas toujours à le faire, on peut s'imaginer que nos tout-petits, 2, 3, 4 ans, 5 ans, ils ne sont pas capables, là. Quand ils sont envahis par une émotion, c'est beaucoup trop leur demander de raisonner et de dire, ben voyons donc, sois pas fâché comme ça. Victor, tu le sais que je peux pas t'acheter des céréales pleines de sucre. Tu sais que c'est pas bon pour ta santé. Ben voyons donc, pleure pas pour ça. Ben, ça sert à rien. On parle beaucoup trop. Hein? Puis on va en reparler tantôt de la crise, qu'est-ce qu'on fait et comment on la gère. Mais on parle trop. On essaie de raisonner nos enfants, puis c'est normal, parce que nous, comme êtres humains, on s'attend à ce que les gens comprennent les choses. Hein? Fait que, tu sais, si toi, tu n'es pas émotif, bien, tu t'attends à ce que la personne à côté de toi raisonne. Alors, tu t'attends à la même affaire de ton enfant. Fait que ça demande beaucoup de maturité, nous aussi, comme adultes, de se dire « Oh, attends un petit peu, il ne comprend pas ce qui se passe, lui, présentement. » Puis même si j'essaie de lui expliquer pourquoi je ne lui achète pas de céréales présentement, ça sert à rien. Il n'a pas cette capacité-là de réfléchir. Puis là, les parents vont me dire, oui, mais Mélanie, il comprend. Il en comprend des affaires. Oui, il comprend quand il n'est pas émotif. Hein? Alors, quand tu vas revenir à la maison, là, ton enfant va te le dire, non, maman, on n'en achète pas, nous, ces céréales-là, hein, parce que c'est pas bon pour notre santé. Ben oui, c'est ça. Mais quand il est émotif puis il veut sa boîte de céréales, il n'y a rien à faire à ce moment-là pour le raisonner. Pas capable. Puis de toute façon, tu sais, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas rendus là. Dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont répéter exactement les mêmes mots qu'on a dit. Mais est-ce que la compréhension et l'intégration du raisonnement a été fait? Bien, pas du tout. Ils sont pas rendus là. Puis tu sais, quand tu parles du néocortex puis du cerveau émotif, en fait, c'est comme si le néocortex se décollait puis il y avait plein de petits cadenas qui se mettaient. Là, l'enfant, il n'a pas accès. Il y a 3 façons de faire. Il va attaquer, il va fuir ou il va figer. Généralement, attaquer, c'est des grosses crises, il tape, il mord, il crache, puis on il se roule par terre, puis il n'y a pas accès. Puis la seule façon, souvent, de les sortir de là, mais c'est vraiment de les prendre avec une même émotion. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le changement de focus. Ah! T'as-tu vu? Regarde! Oh! C'est bien volé! Quoi? On est pareil. Je fais exactement la même affaire. Je mets ça dans mon bureau. Les parents sont découragés. Je me donne de même. Ben oui, parce que si tu fais juste, moi j'appelle ça la diversion, c'est la même chose que toi. Si on fait juste dire, ah, regarde si c'est beau de ce côté-là, c'est pas assez. Parce que l'enfant, ce qu'il vit, c'est très intense. Fait que tu as besoin d'arriver à quelque chose de bien intense, toi aussi, pour le déconnecter de ce qu'il est en train de vivre. Hein? Fait que c'est exactement ça. Puis moi, ce que je dis aux parents, là, souvent les parents vont dire, ouais, je sais-tu, moi, vers quoi l'orienter sur un moment? Fais juste faire. Regarde, Alice! Puis là, trouve-toi quelque chose à regarder. Là, tu as 2 secondes pour réfléchir. Trouve-y quelque chose à regarder. Puis si tu te rends compte que, tu sais pas, là, tu as dit, regarde le bel oiseau! Puis qu'Alice n'a pas d'intérêt pour les oiseaux, ben, amène-le vers le camion, amène-le vers l'arbre, amène-le vers n'importe quoi. Mais le moment que tu fais, regarde! Et ça, là, ça fonctionne. Avec les petits.
À 4 ans, des fois, ils font comme tu t'en vas avec tes skis, mais ça fonctionne encore dans certains contextes. T'sais. Mais Écoute, 2 ans, c'est super efficace comme technique. j'adore Là. ça, là. Oui, ben Je le oui. fais encore avec ma fille, puis elle a 10 Oui. ans. Moi, je le fais avec ma grande de 15. Ben là, elle me regarde. OK, là. Ben, si tu dirais, ah, t'as-tu laissé Jacob? Regarde les abdos. Ah, je pense que oui. Ben oui. La diversion, là, c'est une super bonne technique pour désamorcer. Mais à un moment donné, il y a un point de non-retour. Tu sais, on en reparlera dans quelques minutes, mais quand on est dans le point de non-retour, là, souvent, la diversion ne va pas fonctionner. C'est que l'enfant est beaucoup trop envahi, puis il a besoin de se décharger. Fait à ce moment-là, ce qu'on a de mieux à faire, c'est de l'accompagner, puis on en reparlera. C'est de l'accompagner, puis d'attendre que la crise passe, tu sais. Mais avant qu'on arrive dans le point de non-retour, la diversion, c'est une super bonne stratégie. Là. Ça fonctionne au bout. C'est comme si l'enfant n'avait pas eu le temps de se connecter complètement à son émotion. Puis là, on désamorce rapidement, puis on s'en va vers autre chose. C'est comme si tu n'avais pas eu le temps de tout perdre, tous ses repères. Exact. Bien tester, si voir l'adulte va rester solide et stable. S'ils voient qu'il y a une chance, ben, ils ont des mini-radars. Là. Notre non-verbal parle à 93 %. C'est énorme. Là. C'est sûr que notre propre visage, notre propre corps, on ne se voit pas. Puis si on sent qu'on va avoir un petit doute, une petite hésitation, ben lui, il voit. Là, avec ses mini-radars, il détecte la tête aux pieds, puis il va rentrer dedans, c'est sûr. Parce que c'est vraiment nous, leur repère, leur point d'ancrage. Puis si on se désorganise ou qu'on est faible, bien faible, c'est pas être faible, si on est... Moins confiant. Moins confiant, exactement. Si on est moins confiant, bien c'est là que l'enfant va rentrer, il sent qu'il y a une faille, puis il rentre dedans, là. Ouais. Tu parlais du réservoir affectif. Tout ce qui va être les décharges émotionnelles aussi, ça va être vraiment gagnant pour nos cocos. Puis, tu sais, nos cocos, c'est comme si, moi, j'ai considère un peu comme une bouteille d'eau, mais à tous les jours, chaque stimuli de la journée remplit sa bouteille d'eau. Puis, si on ne prend pas le temps de la décharger un peu à chaque heure dans la journée, mais c'est sûr que ça se remplit assez vite avec les énormes stimuli qu'ils peuvent avoir de part et d'autre, là. De se faire toucher, de se faire envahir, de se faire crier dans les oreilles, la lumière, le soleil, les interventions, les consignes, tout ça fait en sorte que ça s'accumule dans leur bouteille d'eau. Puis si on ne prend pas le temps d'avoir Moi, souvent, je vais utiliser les 3 gros câlins avec nos cocos. Juste le matin, quand vous allez le porter à la garderie ou à l'école, prendre le temps de faire un gros câlin senti, puis demander à l'enfant de nous serrer fort, 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 pour amener tout son petit corps en contraction. Et on devient mou comme du chiffon. Et on fait ça à 2-3 reprises pour vraiment permettre une libération des tensions, des petits tracas, des petites insécurités qu'ils peuvent avoir, sentir que, OK, il y a de la proximité, il y a de la chaleur, mon parent il est vraiment là avec moi. Puis là, après, je peux partir ma journée. Puis souvent, tu sais, avec mes parents, je vais leur dire, bien, on continue avec l'éducatrice, l'éducateur, l'enseignant, si c'est possible durant la journée, d'avoir ces petits moments-là. Si on est à l'école, c'est moins possible, bien, c'est de montrer à l'enfant comment faire pour pouvoir décharger un peu, là, tu sais, à l'aide des crayons, se faire soi-même le gros câlin, juste pour provoquer des petites décharges qui fait en sorte qu'il libère des tensions, des tracas, puis ben, ça lui permet de passer une meilleure journée aussi, là. Absolument, absolument. C'est un très bon truc, Laetitia, parce que effectivement, tu as raison de dire que les enfants, ils vont faire des crises émotionnelles, donc parce qu'ils vivent une émotion qu'ils n'arrivent pas à gérer, parce que c'est trop intense pour eux, parce qu'ils ont un cerveau qui est encore immature, donc ils n'ont pas la capacité de s'auto-réguler par eux-mêmes. Ils ont besoin qu'on les accompagne, mais il y a aussi les stress de décharge de stress. Alors là, ce que tu racontes, c'est ça, tu sais. Alors, les enfants, des fois, vont faire des crises, justement, en fin de journée, reviennent de la garderie, reviennent de l'école, vont faire des crises. Puis là, on se dit, voyons donc, il proteste parce que je lui ai dit d'enlever son manteau, placer ses petits souliers sur le bord de la porte. Mais ultimement, c'est pas ça, hein? C'est qu'il est en train de se décharger de l'ensemble du stress de sa journée. Puis les enfants vont se décharger quand? Lorsqu'ils se sentent en confiance. Puis c'est comme ça, même avec les petits 2 ans, 3 ans, hein? Alors, à la garderie, là, ça va numéro 1. Les parents disent, je comprends pas, il n'en fait pas de crise, ça va bien, il y a une belle journée, c'est l'enfant chouchou du groupe qui revient à la maison. Écoute, la minute qu'on met le pied dans la maison, on a une crise. Ben,
c'est ça. Il attend de se sentir en confiance avant de se décharger. Puis il va se décharger avec son parent, avec la figure d'attachement significative. Il y a des enfants qui vont faire beaucoup de crises avec l'éducatrice aussi. Bien, moi, souvent, je vais dire, c'est parce que on a un lien, c'est ça. Il y a quelque chose de beau avec cette éducatrice-là. Puis ça va se voir beaucoup en milieu familial parce que souvent, l'éducatrice devient comme un parent substitut, en quelque sorte. Elle devient une figure d'attachement secondaire. Donc, oui, les enfants vont faire aussi des crises pour se décharger de stress. Alors, quand on est là-dedans, bien, la meilleure façon d'intervenir, c'est juste d'attendre que la crise passe. C'est de rester là. Tu restes à côté de ton enfant puis tu es compréhensif. Ça ne sert à rien de le raisonner, ça ne sert à rien d'essayer de mettre des mots sur ce qu'il vit non plus parce que, imagine-toi, là, tu reviens de travailler, tu as eu une grosse journée, ça n'a pas bien été, tu es SPM, tu t'es chicané avec un collègue, tu es stressé, ça ne va pas bien financièrement, tu reviens à la maison, tu as de la broue dans le toupette, tu as des enfants à gérer. Tu es fatigué de ta journée et là, tu prends une crise de nerfs, tu pètes un peu les plombs, tu lèves le ton, tu es bête avec ton conjoint, puis là, ton conjoint essaye de mettre des mots sur ce que tu ressens. Hey, tu vas pogner les nerfs, tu vas dire, tu comprends rien, tu sais pas ce que je vis, tu sais pas, arrête! Parce que toi-même, tu n'es pas capable de mettre des mots là-dessus. Pourquoi tu te sens comme ça? Bien, sur le moment, je ne suis pas capable de te le dire. Parce que c'est un trop-plein de ma journée. Fait que laisse-moi respirer. Comme adulte, je ne vais pas me garrocher par terre, faire une crise, normalement, hein, si j'ai une couple de stratégie de gestion des émotions. Sinon, bien, allez consulter. Mais sinon, on s'entend que je vais respirer, je vais me trouver des stratégies. Moi, je vais aller courir. Moi, j'ai besoin de ça. Je vais aller me décharger, je vais aller faire du sport pour avoir une plus belle soirée, pour être capable de me décharger de mon stress. Mon enfant n'a pas encore tous ces outils-là. Il n'a pas encore le réflexe d'aller vers des stratégies. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se garrocher par terre, puis il va crier. Il va pleurer. Il a besoin de ça. Alors, on se place à côté, puis on attend que ça passe. Puis juste de lui dire, c'est une grosse journée, mon coco. Hein? Oui, je le sais. C'est pour lui son état, de comment il comprendre. Puis, chers parents, c'est pas en le mettant face à un mur ou de l'assoyant dans une marche. Là. Dites-vous que si vous arrivez, le même exemple que tu viens de donner, Mélanie, puis que ton conjoint vous l'apporte, hey, t'asseoir dans les marches, 30 secondes, 2 minutes, 1 minute par âge. On se parle. Je risque d'attaquer. Je saute dessus. Je t'attaque! Mais tu sais, au contraire, il va te dire, va courir, Mélanie, ou je t'apporte un verre de vin, tu sais. Prends ton temps. Je suis là quand, tu sais, quand tu auras besoin, je vais être là. C'est ça. C'est la même chose pour notre tout petit. Juste de savoir que son parent est là. Puis je sais que ça devient là, vraiment intense, puis qu'on est pris à l'intérieur de ça, puis qu'on aimerait donc essayer de tout camoufler, puis que ça l'arrête comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous, quand vous êtes en colère, ça disparaît pas comme ça. Non. Ça prend du temps. Puis chez l'adulte, là, ça peut prendre de 24 à 72 heures. Là. On en a les rancuniers ou des babouneurs. Là. Ça peut être long. Fait imaginez pour un petit coco, lui, c'est pas aussi long, mais quand même, pour nous tout petits, c'est un bon parfois 3 heures avant qu'il redescende complètement, qu'il soit bien. Tu sais pourquoi souvent on va juste redonner une petite consigne, on va juste dire un autre mot, puis paf! Ça revient, là, puis l'enfant revient en crise d'hystérie. C'est pour ça que c'est important vraiment de verbaliser pour eux de comprendre. Je comprends. Tu es dans cet état-là, tu es triste, tu es fâché, tu aurais aimé faire telle chose. De pas, tu sais, comme tu disais tantôt, l'argumentation, de pas trop parler, de réduire au minimum une dizaine de mots maximum, voire moins. Laisser le temps d'ouvrir les bras. Viens, je suis là si tu as besoin d'aide. Je me suis dit, cocotte quand j'étais éducatrice dans mon ancienne vie. La petite poulette, elle arrivait le matin, là. Elle était constamment en crise. Donc, elle n'avait pas le goût de venir le matin, elle voulait rester avec son parent. Elle était bien à la maison, mais bon, il fallait que la vie continue quand même. Maman devait venir la porter, elle devait aller travailler. Tous les matins, je me mettais à sa hauteur, puis ma belle puce, je comprends. Tu n'as pas le goût d'être ici ce matin, mais tu sais quoi? On va se coller, on va prendre le temps qu'il faut. Puis on se berçait pendant 2 minutes. Mais pendant 2 minutes, elle hurlait dans mes oreilles. Donc, tu sais, souvent aussi, c'est de se trouver nos propres outils pour rester calme. Moi, c'était vraiment de fredonner puis faire des chut. Tu sais, aux minutes à peu près, 1 minute et demie. Je suis là, c'est correct. Tu as le droit de crier, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'évacuer. Puis, tu sais, d'ajuster vraiment notre peine de voix. Là, tantôt, si on disait de faire diversion, de vraiment être
dans l'intensité. Là, c'est OK, regarde, je comprends, je suis là. Vas-y, évacue. Puis là, ben, ça se peut que vous aussi, vous pognez les nerfs parce que vous êtes fatigué, vous avez eu une grosse journée. Ben oui. Il n'y a personne de parfait, là. Personne qui a besoin de la perfection dans son ADN. Puis c'est correct aussi. On va revenir par la suite dire, regarde, tantôt, je me suis fâchée, j'aurais pas dû. Maman aurait dû être, ou papa, j'aurais dû être plus patient. Je vais faire attention. Juste ça, vous allez voir que votre enfant aussi va, OK, toi aussi, tu peux te tromper. Il n'y a pas juste moi qui se trompe. Ben oui. Ben oui, on est des modèles, tu sais. Oui, ils apprennent par modélisation aussi, beaucoup, beaucoup, par essai-erreur, apprentissage, par Absolument. expérimentation. Je pense qu'il faut être indulgent envers nous en tant que parents, puis envers notre enfant aussi. Mais surtout envers nous, je pense, nos parents, on en a besoin quand on est en public. Hein? On dirait que c'est plus là, que ça devient nous confronter dans notre bulletin de parents aux yeux des autres, pour qu'on fasse bien ça, je dirais. Peut-être pas la norme, mais c'est correct d'élever la voix. De dire, hey, c'est assez, stop! Même si quelqu'un vous regarde de travers, il peut s'occuper de sa petite personne. C'est votre enfant, vous n'êtes pas en train de le martyriser, là. Vous êtes en train de vous dire, ça suffit. Vous êtes en train de mettre votre cadre clair qui donne le signal à votre enfant que, OK, là, il est peut-être temps que ça se calme. Puis on peut sortir, hein? Moi, souvent, je vais dire sortez. Tu sais, moi, je me rappelle, mes enfants sont un petit peu plus vieux maintenant. Mon bébé va avoir 8 ans cet été. Je me rappelle moi-même, quand j'étais dans les endroits publics, j'en ai une en particulier, ma première, là, c'était intense. Elle, peu importe où on était, là, on avait des crises un petit peu partout. Puis, tu sais, c'est un enfant intense. Elle est comme ça. C'est dans son tempérament. Puis, elle est encore comme ça aujourd'hui. Puis, elle a plein de stratégies pour se gérer. Mais ça reste qu'il a fallu lui enseigner tout ça. Mais reste que ce que je faisais, c'est que je quittais, je sortais, j'allais dans les toilettes, ailleurs. Quand j'étais en visite chez les gens, j'allais dans une autre pièce parce que mon enfant savait à ce moment-là que je n'étais pas confiante dans mon intervention. Le moment où je me sentais analysée, jugée, observée, mais je perdais un peu mes moyens. Ça paraissait pas, mais je n'étais pas comme d'habitude. Et ça, mon enfant le ressentait. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle crisait plus fort. Les enfants, là, ils n'ont pas la peur du regard de l'autre hein, à cet âge-là. Donc, ils ne vont pas être dans le « Oh mon Dieu, ma mère a vraiment l'air mal à l'aise présentement. Grand-maman va la juger. Je pense que je vais arrêter de criser. Je m'excuse, maman. » On n'est pas là. On n'est pas là. Vers 4 ans à peu près, les enfants commencent à avoir un peu peur du regard des autres. Là, ils n'avaient pas peur, mais ils ressentent le jugement des autres. Alors, ils vont faire un petit peu moins de crise en public, mais tu sais, des enfants, là, c'est comme « Wouhou! Moi, ça sort, hein, je suis avec mon parent, puis je suis en confiance parce que je le sais que mon parent va accueillir ça. » Alors, si on n'est pas confiant, tout ce que ça va faire, c'est que ça va insécuriser l'enfant, puis il va criser plus fort. Alors, on est mieux de sortir. On se retire, puis là, on va aller accompagner l'enfant dans tout ça. On peut s'asseoir. Moi, je l'ai fait tellement souvent, m'asseoir dans les toilettes à l'épicerie, assis à terre, dans les toilettes, à attendre que la crise passe, puis à lui dire, je sais, ça fait pas ton affaire, t'es pas content, je le sais que tu voulais courir puis rentrer dans les jambes de madame avec ton panier, je le sais, mon petit cœur, mais on peut pas, ben oui, je le sais, ben, regarde, je suis là, puis à un moment donné, la crise, elle passe, puis après ça, là, on le sent que l'enfant commence à s'apaiser un petit peu, que la diversion pourrait recommencer à faire son effet, puis de dire, Jacob, ça te tente-tu? On va aller chercher une collation pour cet après-midi. Viens! Puis là, on sortait des toilettes, poup, 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 on essuyait les petites lames, puis on allait chercher une petite collation, tu sais. C'est ça, mais on a le droit de se retirer parce qu'il faut gérer, il faut arriver. J'aime pas les « il faut », je ne vais pas le dire comme ça. Idéalement, on souhaite tenter de gérer nos propres émotions comme parents pour bien accompagner notre enfant. Alors, même quand on est à la maison, si on sait qu'on va prendre les nerfs, puis on est assis à côté de notre enfant, parce que Laetitia et Mélanie nous ont dit à matin que c'était une bonne affaire de rester assis à côté de notre enfant, d'attendre que la crise passe, mais que tout le long, on est de même, qu'on dit « Non, mais tu vas-tu arrêter? Non, mais c'est parce que là, on ne fera pas ça tout l'après-midi. » Non, mais ça ne marchera pas, là. Pose-toi de là. Et là, les parents de me dire, oui, mais là, je l'abandonne dans sa crise. Non, tu vas lui dire, je reviens. Il a besoin de sentir que tu vas revenir. Ça, c'est important. Oui. Que tu ne t'abandonnes pas. Je reviens.
Là, sors, va respirer, puis coupe-toi de la stimulation. Tu fais juste aller dans la pièce à côté, puis tu l'entends crier l'autre bord, parce qu'on s'entend que le moment que tu vas quitter, il va crier 3 fois plus fort, parce que oui, il n'est pas content que tu t'en ailles, puis il a besoin de toi. Donc là, tout ce que ça fait, c'est que toi, ta propre tension continue de monter. Sors dehors. À moins 30 l'hiver, là, ça te ressaisit un petit peu. Là, les gens qui sont en Europe, peut-être que vous ne comprenez pas trop la sensation dans le corps de moins 30, mais nous autres, au Québec, on le ressent. Là. Alors, tu sors dehors, tu te ressaisis un peu, tu prends 4 secondes de respiration, des grandes respirations longues, lentes et profondes. Oui. On en ferait juste 3 ensemble en ce moment, ce matin, puis déjà, on se sentirait un peu plus zen. Et là, rappelez-vous pourquoi vous l'aimez, votre enfant. Ah. Rappelez-vous que vous l'aimez. Pensez à quelque chose de positif. Moi, je me ramène toujours à quand ils étaient bébés. Ça, c'est des images qui me font du bien. Je me rappelle quand je les allaitais, puis la petite main ici qui me gratouillait de même, puis la petite joue, puis la petite nuque chaude. Tu sais. Moi, je repense à ça. Moi, ça me fait du bien, ces images-là. Fait que mes enfants qui sont plus grands aujourd'hui, que des fois, j'oublie qu'ils ont déjà été des petits bébés tout cute, bien, je repense à ça, puis ça me fait du bien, puis ça me calme. Et là, je sécrète de l'ocytocine pendant ce temps-là, qui est l'hormone de l'amour, qui est une hormone apaisante. Et là, je suis capable de revenir auprès de mon enfant après, puis être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus à l'écoute, puis attentive à ce qu'ils vivent sur le moment, tu sais, pour accueillir leur émotion. Ben oui, tellement. Puis souvent, moi, ce que je vais mettre aussi avec, parce que maintenant, je suis hypnologue aussi, fait que je vais aller travailler beaucoup avec la visualisation, puis je vais ancrer un petit bouton du courage, un petit bouton de retour au calme. Donc, je vais l'intégrer autant chez l'enfant que chez le parent. Le parent aussi, tu sais, il peut venir l'utiliser. Fait qu'il fait juste refocuser dans le moment où il se sentait bien, il se sentait en pleine confiance, en pleine possession de tous ses moyens pour, OK, attends un peu, là, je vais me ressaisir, il appuie dessus, puis whoop, ça fait juste du bien. Donc, effectivement, c'est de repenser à son enfant, repenser à la fois où est-ce qu'on a bien réagi, où est-ce qu'on était vraiment, là, on s'est trouvé top-notch, on s'est trouvé à notre meilleur. Penser à un endroit où on est super bien, qu'on aimerait être. Tout ça juste pour se refocaliser et revenir, tu sais, à être prêt pour pouvoir intervenir avec notre enfant. J'ai beaucoup de parents qui vont me dire aussi, oui, mais là, tu sais, si je ferme la porte de sa chambre, je l'abandonne. Non, vous êtes l'autre bord de la porte. Vous lui parlez. Vous continuez d'être là avec lui. Donc, il le sent, il vous entend. Il sait que vous êtes là. Puis effectivement, c'est de sortir, de prendre un peu de recul pour pouvoir être capable de mieux revenir puis terminer votre intervention avec lui pour que ça se passe bien. Mm-hmm. Oui, parce que l'enfant, il a besoin qu'on soit à côté de lui. Tu sais, même, tu parlais de fermer la porte. Idéalement, on va la laisser ouverte. Là, si vraiment, écoute, l'enfant nous rue de coups et tout ça, puis on veut la fermer pour se protéger, pour avoir un petit time-out, un petit stop, puis lui dire, écoute, cesse de taper, je vais revenir auprès de toi. Mais sinon, c'est juste de s'éloigner. Tu sais, si l'enfant nous attaque, on s'éloigne, c'est qu'on est trop près de lui. Tu sais, c'est là qu'on va mettre en place la technique que j'appelle du câlin progressif. Alors là, ce qu'on veut, là, on ne parle pas d'une crise où l'enfant a besoin juste de se décharger. Là, on va le laisser tranquille, c'est-à-dire qu'on va se placer à côté de lui, puis on va le laisser crier, puis après ça, il va être réceptif au câlin. Mais sur le moment, il ne sera pas réceptif. Il a besoin de crier puis de se décharger. Puis là, arrêtez de paniquer qu'à 15 ans, il va vous faire des trous dans les murs puis des crises comme ça. Là, ça n'a rien à voir, là, OK? Pas parce que les enfants nous font des crises dans la petite enfance qu'on est en train d'ancrer quelque chose pour la période de l'adolescence. Ça n'a rien à voir. Au contraire, on l'accompagne, on est là. Hein? On reste à côté de lui. Mais dans le cas où l'enfant vit une crise émotionnelle, donc je vis une émotion qui est trop intense pour moi, puis j'ai besoin d'être réconforté dans tout ça, bien, le parent va offrir un câlin à l'enfant sur le moment, en nommant à l'enfant ce qu'on pense qu'il ressent. Tu es très en colère, hein? Ton frère t'a enlevé ton jouet, je comprends. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu voudrais avoir un câlin? Là, sur le moment, l'enfant va crier « Non! » parce qu'il ne sait pas à quel point ça peut lui faire du bien le câlin. Alors, c'est là qu'on va mettre en place le câlin progressif que j'appelle. C'est-à-dire qu'on va se placer le plus près de ce que l'enfant est capable de tolérer physiquement comme proximité physique. Alors, s'il accepte qu'on soit assis à côté de lui, avec une petite main sur lui, tout simplement, tant mieux. S'il n'est pas prêt, vous allez le savoir assez rapidement, il va vous taper, probablement, il va vous pousser. Tasse-toi de là. Ça veut dire que tu es beaucoup trop proche. Hein? Éloigne-toi. Aussi, là, tu sais, d'arriver vite devant lui. Ben non, c'est ça. Non.
Effectivement. Alors là, on va se placer le plus près de ce que l'enfant est capable de tolérer dans son espace. Fait que des fois, là, je vais dire aux parents, ça se pourrait que l'enfant soit sur le plancher du salon, puis toi, tu es dans la cuisine, mais il y a un eye contact avec toi. Mais pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de faire ta vaisselle. Tu es assis, puis t'attends. Tu es en train de lui dire, je suis là, je suis disponible pour toi, je suis toute là pour toi. Si tu pars faire ta vaisselle, il va crier plus fort parce qu'il est en train de dire, hey, moi, je suis pas capable de gérer ça. Mais puis là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi il me le dit pas? Oui, c'est parce qu'il n'est pas encore capable de mettre des mots là-dessus parce qu'il est trop envahi. Ça demande de la réflexion. Dire, ah, je pourrais demander de l'aide à mon parent, je pourrais lui dire avec des mots. Il n'est pas encore capable de le faire. Donc, tu t'assois puis t'attends. Puis là, au bout d'une minute, tu te rapproches un petit peu. Ah, il n'a pas crié, il ne t'a pas poussé, il ne t'a pas craché dessus, il ne t'a pas mordu. Bien, il est en train de dire, ah, ça va, tu peux te rapprocher. Et là, tu réitères ton offre. Je sais, tu es en colère, mon coco, veux-tu que je t'aide? Voudrais-tu avoir un câlin? Non! Parfait, tu restes là, tu restes assis. Une minute plus tard, tu te rapproches. Tu réitères ton offre et tu te rapproches toujours de plus en plus. Puis à un moment donné, tu en viens à pouvoir déposer juste ta petite main sur lui. Puis après ça, tu vas lui dire, est-ce que tu aimerais avoir un câlin? Et là, il va dire oui. Puis là, oui. Puis là, il va être dans tes bras et c'est là qu'il va devenir tout mou, comme tu disais tantôt. Là, on se fait un gros câlin très, très fort. L'enfant se permet de se décharger du reste de son émotion. Et ensuite, ça va mieux. On passe une plus belle soirée. Souvent, les parents, c'est ce qu'ils vont dire. Hey, ça a été long, Mélanie, ça a duré 45 minutes, ta crise. Le moment que tu m'as demandé là, de rester assis à côté de lui, ça a duré 45 minutes. Ouais. Mais t'as-tu passé une plus belle soirée après? Ouais. J'en ai pas eu d'autres crises. Tandis que si on a une crise qui est à moitié gérée, bien là, on se retrouve à avoir une crise, pas une autre crise, pas une autre crise. On ramasse des crises toute la soirée, tu sais. L'enfant, là, il va se décharger une fois, puis ensuite, il sait que son parent est disponible pour lui. On remplit son petit réservoir d'affection. Tant que l'enfant sait que son parent est présent pour lui, disponible pour lui, affectivement, on prévient beaucoup, beaucoup les crises. Hein? Tu sais, prendre un 15 minutes de temps partagé au retour de la garderie pour au retour de l'école, là, ça en prévient des crises. Tu le disais tantôt, là, prendre un moment de câlin le matin avant de se séparer pour la garderie. Plus le réservoir d'affection est rempli, de temps de qualité, de temps partagé, plus on prévient les crises. Puis c'est pas une journée de temps partagé, on parle de 15 minutes. Là. 15 minutes que je suis avec mon enfant, là. Je suis disponible pour lui. Mais c'est ça, il faut vraiment être disponible. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est vraiment être là dans l'émotion parce que souvent, l'enfant, c'est ça qu'ils veulent venir chercher. C'est le contact émotionnel avec son parent. Exact. Le parent, il n'est jamais présent à 100%, qui est toujours un petit peu ici ou un petit peu ici, ou OK, je suis un peu dans ma vaisselle, je suis dans la job. Mais l'enfant, lui, il le voit, il le ressent. Ben oui. Là, ce contact-là, il fait « Ouais, ça peut, aller le chercher. » Puis, qu'est-ce qu'il vient faire? Bien, il vient chercher l'attention négativement parce qu'il sait qu'on va être en contact direct, là. Ça va être cœur à cœur. Puis, quand on est fâché, bien, on est dans une émotion. Puis, c'est pour lui, souvent, ça va être plus facile s'il a été conditionné à aller chercher votre attention comme ça. Par contre, si on les habitue à avoir au moins un moment dans la journée, puis, tu sais, souvent, c'est des petits moments qu'on peut séparer un petit peu partout. Ne pas nécessairement les garder. Souvent, ce que je vais entendre beaucoup, c'est qu'on va les garder avant l'heure du dodo. Oui, le moment de l'histoire. Oui, alors, on peut les mettre tellement partout. Souvent, avec mes parents, je vais leur dire, il y a 2 ans, il y a 18 mois, 2 ans, 3 ans, impliquez-les dans tous vos petits moments de la journée. Quand on retourne de la garderie, oui, le gros câlin, « Ah, je suis contente de te voir, ça fait du bien, on est ensemble. » On préparer la collation avec eux, de faire le petit sac à dos avec eux. OK, ça va où déjà? Bien, c'est déjà des moments où est-ce que vous êtes connectés avec eux. Puis ça, bien, souvent, je pense qu'on l'oublie parce que oui, on le sait, la vie va vite, puis on court. Mais de prendre ces petits moments-là, puis d'en faire des moments vraiment privilégiés, vraiment le contact, les yeux dans les yeux avec l'enfant, la petite main, comme tu disais. C'est un contact physique qui c'est bénéfique pour l'enfant. Il a besoin de le vivre, le ressentir et pas juste quand ils sont tout petits, là, tu sais, c'est du 0 à 99 ans. Ben oui, c'est toute la vie, là, tu sais. On a tous besoin. Moi, si je travaille dans une journée, je fais le moins bien. L'autre jour, je fais un peu moins bien, je vais en prendre une marche, puis je rencontre ma fille puis sa copine. Possiblement que ma fille l'a ressenti. Elle me dit « Ah, maman! » Ça m'a serré fort. Je dis « Ah, c'est donc bien du bien, ça. Merci. » Ah, ben, c'est ça, là. Fait qu'elle dit « Salut! » Ben, salut! J'ai continué ma route, mais wow! Ça m'a fait un bien immense. Donc, tu sais, le réservoir de câlins, d'amour, d'attention privilégiée, c'est énormément bien. Puis, tu sais, nos crises, souvent,
pour nos tout petits, là, on va le voir le matin, beaucoup, beaucoup le matin, bon, et le retour. Puis le matin, il y a une chose que dans l'habillement que j'entends fréquemment, il dit là, si je ne mets pas le manteau avant le chapeau, que je ne mets pas le foulard avant les bottes, c'est la crise. Ben, chez nous, tout petits, jusqu'à environ de 2 à 3 et demi, ils ont ce qu'on appelle les séquences, puis c'est vraiment très, très important pour eux d'avoir juste cette petite observation-là. Qu'est-ce qui met c'est quoi notre habitude qu'on a toujours mis avec l'enfant? Puis vous allez voir que si vous dérogez, oui, c'est vrai qu'il va basculer parce que pour lui, ça devient très, très, très important. Ces petits rituels-là, faits toujours de la même façon. Vous allez voir, ça finit par passer. Mais cette étape-là, de 2 à 3, c'est très, très, très important pour eux. Fait que ça peut être une source. Une source de crise. Ben oui. Donc, absolument. Puis prendre des fois se lever 15 minutes plus tôt peut faire toute la différence, là, juste pour les aider à favoriser leur autonomie, développer leur autonomie, qu'ils puissent mettre ses bottes. Ben oui, ça peut prendre 10 minutes, mais si vous êtes levé 15 minutes plus tôt, vous allez l'avoir, cette 10 minutes-là, qui va faire en sorte que votre enfant va être capable de, moi, tout seul, veut les mettre mes bottes. Ben oui, puis là, on s'impatiente parce que c'est normal, c'est long, puis on va être en retard, puis l'enfant n'est pas encore à avoir assez d'empathie pour dire « Ah oui, maman, tu vas être en retard au travail, je vais me dépêcher, tu sais. » Ben oui, puis c'est très vrai ce que tu nommes par rapport aux séquences, puis le besoin de routine. Souvent, les parents vont me dire « Mélanie, je pense qu'il est rigide, là. Je pense qu'on est dans quelque chose qui ressemble à un trouble obsessionnel compulsif. Là, il est rigide. Si je m'assois à gauche, alors que normalement, je suis assis à droite à la table, c'est la crise. Et là, il ne pourra pas toujours tout décider comme ça. On n'est pas là-dedans, là. Il est encore trop petit. Puis encore une fois, il y a une question de maturité cérébrale. Ce qui se passe dans la tête de nos tout petits, là, 2 ans particulièrement, là, c'est que les enfants sont en train d'intégrer tout l'environnement, le visuo-spatial. Alors, ce qu'ils voient dans l'environnement, ils sont en train de faire le lien que, ils peuvent mémoriser tout ça dans leur petite tête, puis ce qu'ils voient dans leur tête, ça peut arriver dans le réel aussi. Alors, si moi, j'ai intégré que normalement, je suis assis là, puis qu'à côté, c'est papa, puis l'autre côté, c'est maman à la table, bien là, je commence à intégrer cette image-là, puis si on me demande où mes parents sont assis à la table, bien maintenant, je suis capable de le dire. C'est le fun, j'ai intégré l'image. Donc, si tu m'arrives une journée, tu as décidé que tu déplaçais tout le monde, là, t'as pas mon affaire, là. Hein? Ça devient une crise de stress. Et c'est là que les parents vont dire, ben là, il me fait des caprices, là. Voyons donc, c'est un caprice, peux-tu m'asseoir où je veux à ma propre table, dans ma propre maison? C'est pas un caprice, c'est pas de la manipulation, c'est pas parce qu'il y a une rigidité qui est en train de s'installer. Au contraire, là, c'est du stress qui vit votre enfant, il ne comprend pas. Là. Hey, dans ma tête, c'est pas comme ça que ça se passait. Tu sais, c'est pas le temps là, de changer le design de sa chambre. Là. C'est vraiment pas le temps. Puis souvent, même les parents vont le dire par eux-mêmes, hein? Écoute, il rentre dans sa chambre, il reprend ses toutous, il replace tout à la même place dans son lit. Puis si je le mets là, boy, c'est le bordel. Mais c'est normal. Fait que c'est correct d'entrer là-dedans puis de suivre l'enfant dans l'espèce de routine que lui-même s'est créée, parce que souvent, c'est ça, les parents vont dire, il y a comme des tocs. C'est pas des tocs, c'est que lui, ça le sécurise. OK, dans ma tête, c'est comme ça, mais dans mon environnement, c'est comme ça aussi. Et plus ça va aller, plus il va s'assouplir dans tout ça, là, puis il va devenir lui-même confiant, puis sécurisé par rapport à ce qu'il a intégré dans sa tête. Fait que c'est tout à fait normal, ce genre de crise-là. Ben oui, c'est ça. Il est tout petit. Ça perdure dans le temps. C'est ça, des fois, qu'on oublie en tant que parent. Oui. L'enfant qui va agiter ses mains comme ça quand il est tout petit, bon, est-ce que tu penses qu'il va avoir un syndrome, un spectre de l'autisme? Ben non, tu sais. Ben oui, un enfant, ça fait ça quand c'est content. Ben oui, OK, attendez un petit peu, là. On va remettre ça en place. Votre enfant fait des milliards de connexions entre 0 et 6 ans. Donnez-lui une chance, là. Ça bouge, c'est fou, là. Puis, tu sais, on en parle beaucoup, là, de la gestion des émotions, puis ça commence à se développer entre 5 et 8. Là. C'est là qu'il y a comme une petite base qui se crée dans le cerveau. Puis là, après, on va monter comme les murs d'une maison. C'est ça. En bas de 5 ans, c'est vraiment de l'initiation. On fait des essais, des erreurs, on essaye de comprendre, on explore. Ça prend du temps. Le cerveau, c'est... Souvent, je vais donner en formation ou en conférence, je vais leur dire, d'après vous,
le cerveau atteint sa pleine maturité vers quel âge? Ouais. Là, ben, tu sais, j'ai beaucoup. Là, ben 20, 25. OK, je vous donne d'autres chances. Là. On continue. On augmente. Là, tu sais, quand je leur sors le 40, 45 ans, ils font quoi? Ils se regardent entre conjoints. Bon, tu vois, tu y arrives. Oui, puis on sait maintenant que le cerveau masculin atteint sa pleine maturité un petit peu plus tard que celui des femmes. Fait que, Oui. Cerveau émotionnel, là, oui. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça aussi, ça joue. Puis, tu sais, Oui. ça, le cerveau émotionnel, il va se développer. Ça continue toujours de se développer, mais où ce qui atteint vraiment sa pleine maturation. Après, c'est vraiment avec nos habitudes de vie, ce qu'on en fait, puis comment on va les faire fonctionner, tout ça. Exact. C'est des années et des années. Donc, on ne peut pas demander à notre tout petit de 18 mois, 2 ans, 3 ans de gérer. Souvent, quand je me déplace en milieu, que je vais faire des interventions, du coaching, soit pour les parents qui me demandent de suivre leur enfant ou par le milieu, puis que des fois, je vais entendre « Bon, gère-toi, là! Hein? C'est assez! » Puis que tu regardes le groupe d'âge, je fais « OK, c'est parce qu'il y a 2 ans, là. Il ne peut pas le gérer tout seul pour nous. » Puis on vient tellement, c'est ça que j'explique aussi, on vient tellement impliqué émotionnellement dans la situation hein, qu'on perd le fil, là, on ne voit plus clair. C'est ça. De prendre du recul un petit peu, se détacher de la situation, se dissocier en fait de l'émotion, nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble, puis de comprendre, OK, qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Là? Exact. C'est quoi son besoin? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il m'exprime un besoin. Il y a toujours un besoin derrière la crise. Toujours, toujours, toujours. Il faut se sortir des idées préconçues que mon enfant me fait de la manipulation, qu'il a compris qu'en faisant une crise, il gagnerait quelque chose. Peut-être qu'il va gagner ton affection. Peut-être qu'il va gagner une connexion avec toi, comme tu as dit tantôt. Mais on n'est pas dans des caprices. Oui, un enfant, ça proteste. C'est sa job d'enfant de protester et de s'affirmer. C'est sa job d'enfant. Mais il exprime toujours, toujours un besoin, une émotion qui n'est pas répondue. C'est exactement ça. Alors, il faut le prendre, ce temps de recul-là, puis essayer d'analyser, de dire, OK, là, qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Puis ça se peut que je ne le trouve pas, hein. Ça se peut que je ne le sache pas. Puis, on dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Bien, dis-lui à ton enfant. Je ne sais pas ce que tu essaies de me dire, mais je suis là. Je vais rester avec toi. Je comprends que ça ne va pas, là. Je comprends. Je vais rester avec toi. Veux-tu que je t'aide? Veux-tu avoir un câlin? Ah! Parfait. Je suis là. Je reste assis à côté de toi. Puis si je ne suis pas capable de rester assis à côté de toi parce que ça me fait prendre des nerfs, bien, je vais sortir, puis je vais te dire, comme on disait tantôt, je reviens. Je vais respirer, puis je reviens, puis je me rassois, puis j'attends que ça passe. Ouais, tellement. Ouais. Je suis aussi dans la journée, hein? Ça peut être des bons repères pour nous, parents. Là. Je me rappelle, moi, quand j'allais avec ma fille, elle ne dormait pas beaucoup, bébé. Puis là, on parle, elle a à peu près 18 mois. Là, on rentre là-dedans, là, 18 mois, 2 ans. Puis elle est très, 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 moi aussi, elle est très intense dans tout ce qu'elle fait. Hypersensibilité aussi sensorielle. Puis quand on était à la piscine, les heures de piscine étaient poches, là. C'était de 12h30 à 1h30. Fait que bon, j'y allais un petit 30 minutes pour essayer de vraiment l'épuiser parce qu'elle ne dormait pas. C'est ça que je me dis, OK, on va faire dépenser un peu d'énergie. Puis là, quand j'essayais de faire sécher les cheveux, je ne l'avais pas compris, ça, que c'était trop intense puis que je la mettais en stress vraiment intense. Et là, elle se mettait à hurler puis ça partait la crise. Mais en même temps, là, il y avait un besoin de fatigue. Il y avait un besoin d'être rassurée parce que les gros bruits lui faisaient extrêmement peur. Elle ne comprenait pas d'où ça venait. Parce que trop petite, là, on va se le dire, 18 mois, j'ai pas conscience. Puis ça, devant le séchoir, ben, je comprends pas d'où vient ce gros bruit-là. Non. Donc, ça aussi, c'est important de se repérer dans le temps pour comprendre parfois le besoin. Ça nous aide. Là. Si on arrive de la garderie, on arrive de l'école, ben, il y a peut-être un besoin, oui, de décharge émotionnelle, un besoin de fatigue, un besoin de faim. Donc, il y a tous ces petits besoins-là qu'on doit combler, comprendre. Puis là, après un coup qu'on les a passés, ceux-là, bien là, on va peut-être voir d'autres choses aussi. Là. Ouais. D'aller comprendre ceux-là de base en priorité. Puis après, nos enfants vont être mieux capables de, un coup que ceux-là sont répondus. Donc, on vient enlever une source d'insécurité, de stress. Puis là, après, la crise est un peu moins intense. Mais encore une fois, c'est d'être à proximité, c'est d'être là, d'être réceptif pour eux. De leur montrer que, oui, attends un peu, là. Je suis là, je vais t'aider, on va faire ça ensemble. Tu n'es pas tout seul. Les 0-6 ans, là,
C'est tellement important. Ils ont besoin de sentir notre présence. Puis par la suite, ben, ils en ont besoin encore aussi. Mm-hmm. D'autant plus si on n'a pas mis ça en place à la petite enfance parce qu'on avait peut-être moins de ressources, moins de connaissances, puis c'est correct, là. Mais il faut repartir à la base, même s'ils sont rendus à 8, 9, 10 ans, on doit repartir de là quand même. Parce qu'il y a quand même des besoins, des émotions qu'on doit comprendre puis qu'on doit combler avec eux, malgré qu'ils sont rendus plus vieux, là. Mm-hmm. Puis c'est comme ça qu'ils vont arriver à gérer leurs émotions, éventuellement comme ados, comme adultes, Voilà. en ayant été accompagnés. S'il y a quelqu'un qui a mis des mots sur ce que je ressentais, s'il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre que la grosse boule que je ressens dans moi, qui brûle dans ma poitrine, qui fait que j'ai envie de crier puis de tout lancer, ça s'appelle de la colère, bien éventuellement, mon enfant va être capable de me le dire. Je suis fâchée, je suis en colère. Hey, ça, c'est merveilleux quand l'enfant fait ça, là. Tu sais, puis c'est pas le temps de lui dire, dis-le-moi adéquatement, s'il te plaît, plus calmement. Tu sais, c'est merveilleux. L'enfant nous le dit, on dit oui, merci de me le dire. Puis éventuellement, il va être capable de la gérer, cette émotion-là, parce qu'il est capable de l'identifier et de la reconnaître. Tantôt, tu parlais justement des besoins, la faim, la fatigue. Tu sais, ultimement, là, parce que les parents souvent vont dire, oui, mais je ne sais pas c'est quoi son besoin, puis c'est difficile pour moi de décoder ça, il ne me parle pas ou il n'est pas capable de me l'exprimer. Tu sais, ultimement, là, c'est 4 grandes catégories de besoins. Fais le tour de ça, là, puis probablement que tu vas mettre le doigt sur le bon besoin. Tu sais, le premier, c'est les besoins physiologiques. C'est pour ça, si on prévient tout ça, là, on va prévenir les crises. Alors, les besoins physiologiques, est-ce que mon enfant a faim? Hein? Un enfant qui a faim, c'est sûr, ça fait plus de crises. C'est bien évident. Quand ça revient de la garderie, ça a faim. Tu lui donnes une collation. Même s'il en a mangé une 10 minutes avant la garderie, c'est sûr qu'il a faim. En revenant de la garderie, donne-lui une collation. Dans l'auto. Moi, je traînais des collations dans l'auto. La minute qu'il rentrait dans l'auto, je pitchais une collation en arrière. Ça allait mieux quand j'arrivais à la maison. Je venais de gagner 10 minutes. Tu sais? C'est ça. Donne-lui une collation. Un enfant qui a faim, un enfant qui est fatigué, c'est bien évident qu'il me fait plus de crises. Alors, il faut être compréhensif par rapport à ça. Un enfant qui a chaud, un enfant qui a froid, tu as parlé d'hypersensibilité tantôt. Moi aussi, j'ai un enfant qui est hypersensible. Bien, c'est sûr qu'il va réagir à ce qui se passe dans l'environnement. Trop de son, trop de lumière, j'étais inconfortable. Tu sais, moi, je pense à ma fille, mon hypersensible, les étiquettes là, de manteau, de chandail, c'était des crises pour ça. Tu sais, mais un jour, il y a là aussi, là. oui, tu sais, l'hiver, dans le siège d'auto de même, tu sais, c'est sûr qu'il te fait une crise. Imagine-toi de même, tu sais. Alors, tout ça, c'est les besoins physiologiques. Alors, tant que l'enfant a un besoin qui n'est pas vraiment répondu dans cette catégorie-là, bien, c'est sûr que je me magasine peut-être une crise éventuellement. Ensuite de ça, bien, le réservoir d'affection, on en a parlé beaucoup. Oui. S'il n'est pas suffisamment rempli, je n'ai pas assez de temps partagé avec mon parent, bien, je vais faire plus de crises. L'enfant va chercher votre attention. Le moment où il cherche votre attention, là, souvent les parents vont dire hey, là, il est fatigué, il cherche mon attention, là, il ne me lâche plus, je ne suis pas capable de faire le souper, il ne me lâche plus. Donne-y de l'attention. Puis ils vont dire mais j'ai pas le temps, je ne ferai jamais mon souper. Non. Donne-lui. Si tu as pris 15 minutes de temps partagé avec lui en revenant de la garderie, puis justement, tu essaies de l'impliquer dans ton souper, tout ça, le moment qu'il va venir te montrer son dessin, là, mets-toi à genoux, à sa hauteur. Vraiment, là, donne-lui de l'attention. Tu déposes ton couteau, tu coupes pas tes carottes demain en faisant ah oui, c'est beau ton dessin, oui! Tu fais pas ça, parce que c'est pas assez pour lui. Alors lui, il va dire puis il te lâchera plus, puis il va te tirer sur ta jupe, puis tu déposes tout. Ton couteau, à sa hauteur, les 2 mains sur ses épaules, comme ça, puis là, tu le regardes dans les yeux. Là, tu es à genoux par terre, là. Il mesure 1,5 pied. Là. Puis là, tu le regardes, puis tu lui dis oui, William, qu'est-ce qu'il y a? Là, William est comme tu sais, c'est beaucoup d'attention pour lui en même temps. Il est comme mais regarde mon dessin. Bye! Puis il va repartir, il va aller faire d'autres choses. Il fait comme c'est beaucoup trop d'attention. Il est venu tester, il est venu voir est-ce que mon parent est disponible? Ah, mon parent est disponible? Parfait, j'ai pas besoin! L'enfant, il a besoin quand tu n'es pas disponible. C'est comme ça, parce que ça l'insécurise. T'es au téléphone, c'est sûr. T'es au téléphone, là, tu as le droit, à 5 ans, tu vas pouvoir lui dire « Attends ». Là, il n'est pas encore capable, il y a juste 2 ans, 3 ans. Tu dis à la personne « Ça ne sera pas long, donne-moi 15 secondes ». Tu déposes les 2 mains sur les épaules. Au lieu de lui dire « Ça ne sera pas long », oui, non, ça ne marchera pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est ça. Attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que, ben, c'est ça. OK, bye! Il va repartir, il va retourner jouer. Prends ton téléphone. Ça fonctionne. Fait, réservoir d'affection, ça, c'est mon deuxième besoin. On a parlé de décharge. Hein? L'enfant qui est stressé, des fois, la crise, c'est juste la façon qu'il a de se calmer. Tu sais, quand on dit « calme-toi », non, regarde, c'est ça qu'il fait. Il se calme. Calme-toi. Mais non, il fait une crise. C'est ça qu'il fait. Il se calme. Réfléchir. Qui? Oui, réfléchir à quoi?
À quoi tu veux qu'il réfléchisse? Il est trop petit pour ça, il n'est pas encore capable. Mais tu sais, c'est normal, c'est une réaction d'adulte, ça. On pense avec notre cerveau d'adulte, on se dit, il va aller réfléchir. Hey, réfléchir à quoi à 3 ans? Tu sais? Il va répéter exactement ce que tu lui as enseigné, comme tu as dit tantôt. Puis, la quatrième affaire, le quatrième besoin, souvent, qui n'est pas répondu, qui fait que l'enfant fait une crise, ben, c'est le besoin de stimulation. Où est-ce que les enfants nous font des crises quand on leur dit non? Non, on va pas dans la rue. Non, touche pas à ça, grand-maman veut pas. Non, saute pas sur le beau divan, ma tante Ginette. Non, non. Là, t'es à l'épicerie. Là, il veut s'en aller avec son petit panier puis rentrer dans les jambes des madames. Non, 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 tu peux pas. Non, 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 touche pas à ça. Et dans les barres de chocolat, mets ça là. Quand on est comme ça, plus il y a des interdits, plus l'enfant nous fait des crises. Là, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas nécessairement le chocolat qu'il veut, là. C'est parce que là, il est stimulé. Il est à l'épicerie, il voit plein d'affaires, tout est le fun, tout est attrayant. Il veut bouger, il veut courir, il veut faire quelque chose. Au restaurant, hein? J'ai été 5 ans, je pense. Ben oui, c'est ça. Je pense que j'ai été 5 ans sans aller au restaurant avec mes 2 derniers parce que c'était trop l'enfer. Il fallait qu'ils courent. J'ai 2 bien intenses. J'en ai un avec un TDAH en plus. C'est comme... Mais son besoin, c'était d'être stimulé. Sinon, il me faisait des crises. Alors, ce que je vais dire aux parents, stimule-le. Trouve une façon de le stimuler. Oui, je ne peux pas le laisser courir à l'épicerie. Non. Mais trouve une autre façon de le stimuler. Assis-le dans le panier, puis là, dis-lui, OK, cherche les pommes vertes. Trouve-moi les pommes vertes. Là, il est dans sa tête. Hein? On va stimuler sur le plan cognitif au lieu de stimuler sur le plan moteur. Sinon, il va vouloir toucher à tout. Là, il va être là dans le panier. Il va chercher les pommes. Hein? Là, une fois qu'il a trouvé les pommes, OK, prends les pommes, mets les pommes dans le panier. Là, il est là dans le panier. Tu sais, tu lui poses des questions. Trouve quelque chose de rouge, quelque chose... Il est là, tu sais. Quand tu emballes tes affaires, là, rendu à la caisse, là, c'est l'enfer, là. C'est toujours là, le rendu à la caisse. Là, il touche à tout est à sa hauteur, là, il veut prendre des gommes. Mets les choses sur le petit panier, mets les choses sur le petit tapis, mets les choses dans le sac. Fais-le bouger. Amène-le à être stimulé. Réponds à son besoin de stimulation, puis ton épicerie va être beaucoup plus agréable. C'est la même affaire au restaurant. Arrive avec ton sac de jouets de grâce. Hein? Le petit cahier, le cahier, le napperon à colorier avec 2-3 tic-tac-toe à 2 ans, là, pas loin que ça, là. Non. Il prend plus les voitures, les blocs. Ça en prend des choses selon ses intérêts aussi, là. Ben oui! Avant ça aussi, de faire notre prévention avant de partir. Hey, là, on s'en va à l'épicerie. Je vais avoir besoin de ton aide pour les pommes, les bananes, les fruits, que tu les mettes. Ça va être ta responsabilité. Ouais, c'est bon, ça. Tu arrives à l'épicerie, tu refais ta prévention. On est venu chercher quoi déjà? Ça va être quoi ta responsabilité? Ah oui, les pommes, les... Good! On rentre dans l'épicerie. OK! On cherche quoi en premier? Ah! Good! Les pommes! On vient faire tout le temps les petits rappels pour donner justement ces fameuses petites responsabilités-là pour occuper nos 2 mains. Si les 2 mains occupées, ben, je ne cherche pas à faire d'autres choses. Là. Exact. Les 2 mains puis ma tête. Hein? Oui. Quand je réfléchis, ben, je pense un peu moins à courir tout partout. Ben oui. Puis là, je sais qu'est-ce que je vais avoir à faire. Je sais c'est quoi ma mission. Sinon, si je n'ai pas de mission, on va t'en trouver une mission. Puis effectivement, je vais courir tout partout pour avoir bien du fun. Non? Ben oui! Et c'est là que ton parent va probablement te dire un non pour quelque chose, tu vas y avoir un refus, et là, tu vas vivre une émotion, et là, ça va prendre le dessus, et tu vas avoir de la difficulté à ramener le néocortex pour raisonner, puis lui dire « Oh, on cherche les bananes! » Non, non, ça ne marche plus, là. Là, il va être envahi dans son cerveau émotionnel. Alors, si, dès l'entrée à l'épicerie, comme tu disais, tu connectes le néocortex, tout de suite, on est dans la réflexion, réfléchis, on cherche des choses qui sont rondes, on cherche des choses qui sont carrées. Lui, là, il est en réflexion. Alors, pendant ce temps-là, il n'est pas branché dans le cerveau émotionnel. Fait que quand il va vouloir prendre, je sais pas quoi, une barre de céréales, puis tu vas lui dire « Ah, non, regarde, on va aller vers les pommes. » Ça va passer comme du beurre dans le poêle. Parce que lui, il est dans réflexion en ce moment. Il n'est pas branché dans son émotion, puis il n'est pas en train de surcharger son stress non plus, de se surcharger de stress. Parce que là, chaque fois qu'on lui dit non, là, c'est du stress de plus, hein, tu sais. Puis là, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas dire non. Au contraire, c'est correct, il faut qu'il y en ait des limites. Tu sais, écoute, on peut essayer de contourner les résistances un peu de l'enfant. Bien, tu sais, souvent, ça va être aussi de changer nos noms en oui. Oui, exact. Oui, on va pouvoir, je ne sais pas, moi, aller jouer au camion. D'abord, on va tout prendre nos pommes, nos bananes, nos fruits, puis ensuite, on va pouvoir aller jouer au camion. Exact. Tu sais, tout ce qui est négatif, c'est tellement complexe pour le cerveau que l'enfant ne l'entend pas. Donc, tu sais, souvent de donner des verbes d'action, de parler au positif, de dire qui est permis à l'enfant. Donc, tu sais, au lieu de dire « saute pas sur le divan », ben OK, sur un divan, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on se couche, on se donne des câlins, on se fait des bisous. OK,
Là, vous n'êtes pas toujours dans la répétition, puis nécessairement, l'enfant va venir vous tester, il va vous regarder du coin de l'œil, puis il va être debout sur le divan. Vous pouvez faire le petit rappel. « Hey, qu'est-ce qu'on fait déjà sur un divan? Bon, moi ça, voir. » Il va le refaire. Eh oui. C'est sa job d'enfant. Oui. Ils en ont besoin. C'est correct, là. Mais nous, il faut reprendre notre rôle de parent, notre fameux rôle de leader qui est là pour guider, encadrer, accompagner, comprendre. Ça, c'est notre rôle à nous, là. C'est ça. L'enfant, il n'est pas encore dans la compréhension. Qu'est-ce que mon parent veut, là? C'est plus difficile, 0,5 ans, là. On n'est pas là. Après, ça va venir, vous allez voir. Mais il faut d'abord mettre nos bases, montrer à notre enfant qu'il y a un cadre, là, puis qu'il peut circuler librement à l'intérieur de son cadre. Mais quand il arrive ici, il va se passer ça. Si j'arrive là, c'est ça qui va arriver. C'est clair. Donc, justement, on va enlever de l'insécurité, on va mettre vraiment des bases solides. Où est-ce que notre enfant va se sentir bien et en sécurité, là? C'est un très bon point, hein, parce que plus le cadre est clair, moins j'ai de crise aussi. Parce que, j'ai pas de mauvaise surprise. Hein? D'habitude, je pensais que j'avais le droit de faire ça, puis là, j'ai pas le droit. Tu sais, papa me laisse sauter sur le divan, puis pas maman. Hey, c'est sûr que maman va avoir une crise, tu sais. Alors, plus le cadre est clair, plus je préviens des crises, et plus ça sécurise l'enfant. Hein? Alors, l'enfant, il va tester. Moi, je parle, tu montrais ta feuille, moi, je parle de clôture, c'est la même affaire. Tu sais, l'enfant va aller tester la clôture régulièrement. Il va monter dans la clôture, il va shaker un petit peu. Tu sais, je me dis, voyons donc, pourquoi il grimpe dans la clôture? Mais il est en train de tester, est-ce qu'elle est solide, cette clôture-là? Est-ce qu'elle va tomber ou non? Elle est là, elle est bien installée, puis la limite va toujours être la même. Puis ça, c'est normal, tu sais, c'est pas parce qu'on fait pas bien notre job de parent. Lui, il fait sa job d'enfant. Il est en train de se sécuriser lui-même. Alors, est-ce que mon père, ma mère va encore me dire non pour ça ou me dire oui pour ça? Est-ce que la limite est la même? Est-ce que la conséquence est la même? Puis plus on va être constant à travers tout ça, bien, plus l'enfant est sécure. Puis moins il va les tester, les limites. Mais une fois de temps en temps, ça revient. Puis il regrimpe dans la clôture. Puis ça aussi, c'est tout à fait normal. Puis même souvent, là, je vais dire aux parents, ouais, ça a l'air de quoi votre vie présentement? Là? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Oh, mais je suis fatiguée là, ces temps-ci. Je suis retournée travailler, puis je trouve ça difficile. Ah, tu vois, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Puis ça, l'enfant, il le ressent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller retester les limites. Oui, mais est-ce que c'est comme d'habitude? Alors oui, mes parents vont être comme d'habitude, vont mettre les mêmes limites que d'habitude. Ça va être correct. Après 2-3 jours, je vais arrêter de tester. Là. Ça fait 2-3 fois qu'on me répète les mêmes affaires. Là, je suis sécure. T'sais. Les enfants, c'est ça leur job dans la petite enfance, hein, c'est de construire leur sécurité affective. Alors, ils ne font que ça, tester le sentiment de sécurité puis le lien, la connexion avec leurs parents. Moi, j'appelle ça un peu comme la montagne russe. Tu sais, on va vivre des réussites, ça va bien, ça va bien. On va atteindre un petit plateau, puis OK, attends un peu, là. Ça redescend, l'enfant revient, justement, puis OK, oups, ça remonte, ça va bien. C'est un peu toujours comme ça, afin de s'assurer, justement, quand il développe sa confiance, sa sécurité intérieure, bien oui, ça va faire ça. C'est sûr, sur ça. Puis c'est normal. Puis à un moment donné, il va y avoir un autre plateau. Puis là, on va changer d'étape. On va arriver plus dans l'enfance, l'adolescence. Ouais, c'est ça. Avoir d'autres plateaux, ça va être différent, mais reste que c'est toujours au niveau de la sécurité que l'enfant vient voir jusqu'où, puis son cadre, il est où. Si ça reste dans la constance et la cohérence. Puis tu sais, souvent, je demandais à mes parents aussi, regardez si vous êtes vraiment aux deux extrêmes dans votre façon d'intervenir. Souvent, c'est juste de se rapprocher un petit peu plus pour être plus dans en accord, puis d'être sans être pareil. Là. Mais c'est vraiment... Non, c'est qu'il y a une cohésion. Il y a une cohésion. De faire front commun. Oui, c'est ça. Chacun avec nos forces, nos valeurs, mais on dit la même chose. Différemment, mais on fait la même chose. On est une équipe pour montrer à notre enfant qu'on est une équipe solide. Puis tu sais, c'est avec tous les adultes qui gravitent autour de cet enfant-là. Donc, avec les éducateurs, les éducatrices, les enseignants, que ça devient vraiment une priorité aussi. Là. C'est important que tout le monde mette la main à la pâte et travaille ensemble pour que justement l'enfant se sente en sécurité. Puis, hey, OK, quand j'arrive à la garderie, c'est bon, ça va être comme ça, mon parent en confiance avec cette personne-là, donc je peux être en confiance. Exact. Et ça aussi, ça vient jouer pour beaucoup là, dans le développement de l'enfant, dans son sentiment de sécurité, puis au niveau des crises également. Absolument. Hey, là, je pense que ça fait déjà 1 heure, hein? Oui, c'est ce que j'aime.
Est-ce qu'on a des petits commentaires, des questions? Moi, je ai pas accès, là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait regarder? Ben non, je vois pas de commentaires. C'est ça, chacun avec nos forces, nos Ouais. Moi, je les vois, mais ouais. Mais peut-être qu'on pourra y répondre pas en privé, là, mais en dessous, en commentaire. Là, on s'y mettra ensemble toutes les deux, puis on pourra répondre à ça. Là. Oui, effectivement. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ça va nous faire plaisir. De ton côté, Mélanie, tu as des formations. De mon côté aussi, j'en ai. Allez voir lrcoachingfamilial.ca. Allez voir. Toi, Mélanie, c'est mélaniebilodeau.com. Hein? Exact, mélaniebilodeau.com. Il y a mon infolettre aussi, si vous avez envie d'en savoir plus. En fait, vous allez sur mon site mélaniebilodeau.com, vous pouvez vous abonner à l'infolettre. J'ai une formation en ligne qui s'adresse vraiment aux 18-36 mois où justement on en parle des crises de colère, mais de tout l'accueil des émotions des enfants, développer la confiance, développer l'autonomie, comment on instaure justement un cadre, une sécurité affective, des limites, quel genre de conséquences on peut donner à un enfant en 18 et 36 mois, c'est quoi la parentalité positive dès la petite enfance. Ça, c'est une formation que j'ai sur mon site web. Toi, as-tu des formations en ce sens-là? Oui, j'en ai sur justement la responsabilisation, développer l'autonomie. J'en ai une sur comment apprendre à parler le même langage au travers des différents comportements de l'enfant. Là, on vient vraiment, encore une fois, on parle un peu de gestion de crise, mais là, on est vraiment dans développer un lien affectif avec lui, comprendre comment il fonctionne, tout son petit mécanisme pour bien apprendre à travailler avec lui, travailler ensemble pour que ce soit plus efficace avec notre enfant. Avec le CNDF également, j'ai 1, 2, 3 actions. Que là, on vient parler du stress, des émotions intenses, la gestion de crise, gestion des émotions, les étapes concrètement, qu'est-ce qu'on met, moi aussi, les conséquences, qu'est-ce qu'on peut mettre comme conséquences avec les enfants, c'est quoi les interventions qu'on peut mettre en place. Puis la troisième étape, c'est encore une fois la responsabilisation aussi, comment favoriser l'autonomie, développer l'estime, la confiance en soi chez nous, Coco. Donc, ton site web, c'est quoi? Déjà? lrcoachingfamilial.ca. Donc, également, les gens peuvent aller voir. Ma chaîne YouTube, Lily Rescousse, les gens peuvent aller voir. Il y a plein de petites capsules. Mon blog, donc l'infolette aussi, que les gens peuvent s'abonner. Les formations parents-enfants. Donc, celle-là, c'est pour un peu plus vieux. Je me garde ça. Puis l'autre, 6-12 ans, sur la gestion des émotions. Donc, le stress, émotion intense, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter tout ça, pour la compréhension aussi, amener notre enfant à avoir des stratégies, des outils, des solutions qui peuvent lui permettre de se sentir bien en sécurité. Donc, tout ça, c'est là pour vous. Bien heureuse d'avoir été avec toi ce matin, Mélanie. Hey, moi aussi! C'est toujours le fun! Il va falloir se refaire ça éventuellement, là. Si ça t'intéresse, ça pourrait être vraiment agréable sur un autre thème. Je pense que les parents aussi ont bien apprécié ce live. J'espère qu'on vous a pas trop brûlé, hein? On est un peu intenses, nous autres. Les deux ensemble, là, on s'alimente. Écoute, on est... Ouais. C'est ça. What you see is what you get. On est comme ça. En tout cas, c'est plein de beaux outils de ton côté, du mien. Pour les plus petits, 0-18 mois, il y a mon livre aussi aux éditions Midi 30. Soyez l'expert de votre bébé si vous avez le goût d'aller découvrir ça. C'est vraiment fantastique. Donc, allez-y. De mon côté, moi, il y a version imprimable sur mon site aussi, dans ma bibliothèque, pour justement la gestion des émotions, comprendre certains défis, certaines difficultés. Tout est là pour amener votre enfant et vous à travailler ensemble. À partir de, je dirais, 5 ans, vous pouvez vraiment l'utiliser. Ça pourrait être très, très, très efficace. Puis les nombreux outils pédagogiques aussi que j'ai développés, que vous pourrez aller voir, autant pour les tableaux de routine, les pictogrammes, ça pourrait être très intéressant. Donc, encore une fois, merci Mélanie. On va prendre le temps de vous répondre, vos commentaires. Puis, allez vous abonner à nos deux chaînes, Mélanie Bilodeau et Lily Rescousse. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre capsule. Merci. Merci Laetitia. Bonne fin de journée, Mélanie. Merci toi aussi. Bye bye.